Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc un séminaire transdisciplinaire. Je suis ravi de présenter une petite partie en gros des recherches sur l'innovation ouverte et les plateformes multifaces, puisque l'objectif de la présentation c'est plus de faire un bref état de l'art sur cette thématique-là. Alors, de mon point de vue en recherche, donc je suis membre permanent du laboratoire IREG et je suis plus spécifiquement spécialisé, sur les nouvelles stratégies et les nouvelles formes organisationnelles qui soutiennent l'innovation ouverte. Et on entend par innovation ouverte toute forme de collaboration menant à l'innovation. Bien sûr, je définirai les termes après, puisque je pense que ce petit détour s'impose. Alors, j'ai prévu 30 minutes de présentation, donc on va essayer de partir sur ce timing-là. Bien évidemment, je vais mettre un chronomètre, comme ça j'éviterai de trop bavarder. Et puis, deuxième règle, n'hésitez pas à m'interrompre si certains termes utilisés vous semblent un peu obscurs, puisque nécessairement, de par ma condition de gestionnaire, je vais peut-être utiliser des termes qui ne sont pas familiers, et donc n'hésitez pas à m'interrompre pour que je définisse un peu plus précisément ces éléments-là. Alors, pour débuter, il me semblait important de faire un petit détour vers ce qu'est l'innovation, puisque au laboratoire IREG, ça fait partie d'un des axes structurants du laboratoire, et ce n'est pas forcément la même chose dans tous les autres laboratoires, nécessairement. Donc on entend par innovation, qui sont forcément des recherches assez historiques en la matière, l'art est la manière de concrétiser une idée. Ce n'est pas forcément que la manière de la générer ou de la produire, c'est bien sa concrétisation qui renvoie à l'innovation, et également de réussir sa mise en œuvre. Donc il y a un côté derrière diffusion et adoption, que ce soit au sein d'une organisation, donc du point de vue utilité interne, ou sur un marché, dans une optique de commercialisation, et ce par de multiples manières. Donc l'innovation va vraiment se distinguer de l'invention, qui va être juste un processus créatif visant à générer des idées nouvelles, sans forcément penser au développement, à sa mise en œuvre et à sa diffusion, adoption. Et donc là aussi, pour être assez rapide, donc dans la littérature historique, l'innovation est vue à la fois comme un résultat, donc une conséquence d'action, mais également comme un processus. Alors pourquoi un résultat? Parce qu'une entreprise peut chercher à produire différents types d'innovation. Pour les plus connus, on parle d'innovation produit, donc développer de nouveaux produits, développer de nouveaux services, des innovations également de procédés qui peuvent renvoyer plus là des approches en génie industriel, donc sur des processus par exemple au sein de la chaîne de valeur, des nouvelles manières d'extraire des matières premières par exemple, des innovations encore commerciales, organisationnelles, pour créer de nouveaux modes de management comme l'holacratie dont on entend beaucoup parler actuellement, des innovations managériales ou encore des innovations technologiques et non technologiques. Et c'est vrai que sur ces types d'innovations, la littérature nous renseigne globalement sur deux grands niveaux d'intensité, des entreprises qui peuvent innover de manière incrémentale, c'est-à-dire une amélioration significative d'un état existant, soit pour apporter de nouvelles fonctionnalités à un produit, un nouveau design, ou bien de nouveaux éléments à un procédé, qui changent quand même les habitudes pour les usagers ou les utilisateurs finaux, mais qui n'impliquent pas réellement de grosses ruptures. Ça, c'est plutôt le cas de l'intensité radicale de l'innovation, qui implique une rupture très franche, comme le passage du téléphone filaire au téléphone mobile, qui bouleverse complètement à la fois la manière de produire ce type de produit, mais également la manière de l'utiliser et de le commercialiser. Et puis dans un deuxième temps, l'innovation est aussi un processus. Alors l'hétérogénéité de la littérature renvoie beaucoup de modèles, mais il existe quand même aujourd'hui un consensus sur 3 phases qui montrent qu'une entreprise ou un individu peut produire de l'innovation, d'abord avec une génération d'idées, de solutions nouvelles, donc ça fait partie vraiment du R de la recherche et développement. Derrière, tout le processus de mise en œuvre qui inclut la sélection des idées, leur évaluation et puis forcément le développement concret, soit d'un produit, d'un procédé ou autre. Et bien sûr, enfin, sa diffusion et son adoption. Et la partie adoption est très importante pour considérer que l'innovation, globalement, a une utilité sur un marché ou au sein de l'organisation. Et puis, même si la littérature sur l'innovation est assez ancienne, de la fin des années 30, on pourrait dire, il y a eu un récent changement de paradigme depuis les années 2000, avec un auteur qui s'appelle Henry Chesebrough, qui a proposé une nouvelle manière d'envisager l'innovation à travers le terme d'innovation ouverte. Alors c'est peut-être un peu galvaudé, parce que, au final, ce que traduit l'innovation ouverte, c'est tout simplement la manière de collaborer avec des acteurs présents à l'extérieur de l'entreprise, tout simplement. Collaborer avec des fournisseurs, ça inclut l'innovation ouverte. Collaborer avec des communautés d'utilisateurs, c'est aussi l'innovation ouverte. Donc c'est toute forme d'innovation collaborative qui implique des acteurs situés à l'extérieur des frontières de l'organisation. Et donc typiquement, il y a 2 grands avantages à ce nouveau paradigme. C'est pour une entreprise de dire « je vais essayer de rendre mes frontières poreuses »
Donc je vais essayer de m'ouvrir vers l'extérieur pour capter des idées nouvelles, des connaissances nouvelles qui me seront profitables pour innover avec mon processus interne. Mais je vais aussi essayer d'utiliser ce processus-là d'ouverture pour aller découvrir ou en tout cas commercialiser des idées internes sur de nouveaux marchés, de nouveaux secteurs, avec de nouveaux intermédiaires. Donc la seule chose qu'apporte l'innovation ouverte, c'est qu'elle crée une rupture avec le modèle traditionnellement fermé, qui était un peu historique dans les entreprises, du type je fais ma R&D dans mon coin tranquillement, je cherche ensuite à protéger ma propriété intellectuelle et enfin, derrière, je commercialise ou j'en fais bénéficier justement mon organisation interne. Ici, c'est l'idée vraiment de s'ouvrir à toutes les phases du processus d'innovation. Et donc, sur les recherches qui traitent de l'innovation ouverte, nécessairement, le numérique a un rôle très important, puisque les plateformes numériques, les technologies numériques permettent aux entreprises de s'ouvrir un peu plus vers leur environnement, auprès de communautés, auprès d'acteurs publics, d'acteurs privés, ou en tout cas d'autres marchés. Et forcément, dans ce canevas un peu plus précis des recherches qui traitent du lien entre numérique et innovation verte, on retrouve les plateformes multifaces. Alors là aussi, les plateformes multifaces, comment est-ce qu'on définit ça du point de vue des sciences de gestion? C'est un environnement éco-socio-technique, donc c'est déjà un objet un petit peu particulier parce qu'il renvoie à des recherches en économie, très clairement, mais il renvoie aussi à des recherches en gestion qui abordent les relations sociales au sein des plateformes et également une littérature en système d'information sur les composants techniques de la plateforme. Et le sens, ou en tout cas le point névralgique de cette plateforme, c'est de mettre en relation deux ou plusieurs groupes d'utilisateurs qui représentent les faces de la plateforme. Alors, comme exemple assez emblématique, on pense à Airbnb, qui va connecter des faces d'hôtes qui possèdent des hébergements avec une face voyageur ou encore une face expérienceur. On a d'autres plateformes comme eBay qui vont connecter des offreurs de produits aux enchères avec des acheteurs et puis aussi derrière des entreprises, des partenaires ou en tout cas des prestataires pour tout ce qui est PayPal, règlement monétaire, etc. Et donc c'est vraiment cette interaction entre ces groupes sur un espace commun qui caractérise la plateforme multiface. Derrière, il y a quelques caractéristiques aussi natives de ces plateformes, un peu spécifiques. Déjà le fait que, vu qu'on est sur un espace d'interaction, un des mécanismes de base, c'est que la présence d'un groupe va augmenter la valeur pour un autre groupe. Si je suis sur la plateforme eBay, plus j'ai d'offreurs d'objets, plus moi en tant qu'acheteur, j'ai une variété d'objets à disposition sur lesquels je peux enchérir, et donc ça crée une valeur pour moi, une valeur qui résulte de la diversité des produits proposés. L'utilité ensuite du bien, du produit, du service qui fait l'objet de la plateforme, lui aussi va augmenter en termes de valeur ou diminuer en fonction du nombre d'utilisateurs. Forcément, plus j'ai de personnes qui adoptent, je vais prendre un autre exemple, la plateforme Le Bon Coin, plus je vais avoir tendance à penser que cette plateforme est une plateforme référente en matière d'échange de biens, produits entre particuliers, donc je vais avoir tendance en tant qu'utilisateur à l'adopter. Donc là aussi, l'utilité même du service qui est proposé par Le Bon Coin prend de la valeur à mesure que la communauté va croître et grandir. Ensuite, le fonctionnement, quelque part, la mécanique stratégique de la plateforme, elle réside dans ce qu'on appelle les effets de réseau. Les effets de réseau résultent tout simplement des interactions entre les groupes d'utilisateurs. Et à ce titre-là, on a deux types d'effets de réseau. Les effets directs qui sont visibles uniquement sur une seule face. C'est le fait de dire plus j'ai un nombre d'utilisateurs important sur une face, plus de nouveaux utilisateurs vont être attirés. Tout comme on le voit aujourd'hui avec le moteur de recherche Google, plus on a d'utilisateurs sur ce moteur de recherche-là, plus d'autres nouveaux utilisateurs sont susceptibles de l'adopter, parce qu'il fait office de standard. Et le deuxième type d'effet de réseau, c'est les effets indirects, ou aussi appelés effets croisés, qui là résultent des interactions entre plusieurs faces. C'est le fait de dire que plus on a d'utilisateurs internautes sur le moteur de recherche Google, plus du coup le moteur de recherche devient un standard où sont présents des milliards d'utilisateurs, et plus ça crée de la valeur pour la face entreprise, puisque ça crédibilise davantage les services AdWords et AdSense. Ou comme sur Airbnb, plus j'ai d'offreurs d'hébergement, plus je vais avoir de voyageurs qui vont être susceptibles d'adopter la plateforme. Et c'est vraiment sur cette production d'effets de réseau que derrière la littérature analyse le fonctionnement des plateformes, mais aussi leur performance. Donc ce qui permet de résumer une fonction principale de la plateforme qui est l'orchestration des transactions, la manière de gérer, mécaniser, inciter, stimuler et évaluer les transactions entre des groupes d'utilisateurs.
Et donc sur ce principe d'orchestration, forcément, il y a une littérature en économie qui vient en gros nous apporter des informations, parce que ça fait partie des coûts de transaction, donc à la Williamson, mais également des principes derrière plutôt techniques. Comment on mécanise des transactions, comment par exemple sur le Bon Coin, à travers une ergonomie, une interface et des formulaires de saisie qui renvoient des fonctionnalités précises, on va outiller la plateforme et l'utilisateur pour que lui-même devienne autonome dans la production de ces transactions. Et enfin, une dernière caractéristique des plateformes multifaces, c'est un problème toujours d'œuf et de poule, puisque si les faces sont reliées les unes avec les autres, se pose toujours la question de savoir par quelle face commencer pour attirer un nombre significatif d'utilisateurs. Ce problème d'œuf et de boule s'illustre assez bien avec Airbnb. Si on n'a pas suffisamment d'autres proposant des hébergements, les voyageurs ne seront pas intéressés pour adopter la plateforme. Et de manière inverse, si les autres qui possèdent des hébergements ne constatent pas qu'il y a suffisamment de voyageurs intéressés par des hébergements sur Airbnb, ils n'auront peut-être pas forcément envie d'utiliser la plateforme pour proposer leur hébergement. Donc il y a ici un problème assez organique, presque d'écosystème, qui vise en tout cas à essayer de comprendre au sein des plateformes par quelle phase commencer, peut-être quelle phase subventionnée par la gratuité pour attirer une masse d'utilisateurs, comme on le voit souvent dans les jeux vidéo en ligne, des modèles freemium qui permettent à une masse d'utilisateurs d'accéder ou en tout cas de s'inscrire sur un jeu avant de déclencher derrière du lien avec des autres faces. Et donc dans cette thématique-là de plateforme multiface, on arrive à une conclusion assez naturelle qui est de dire qu'une plateforme multiface, dans la mesure où elle génère des transactions, elle est naturellement ouverte vers plusieurs groupes d'utilisateurs. Donc c'est un espace d'ouverture, donc derrière c'est possiblement aussi un espace d'innovation et de transaction, et c'est ça qui fait le lien avec l'innovation ouverte, qui aujourd'hui est une interaction qui, même si elle renvoie à un nombre assez important de recherches, reste par rapport au volume global de la littérature assez peu étudiée. Donc si on fait un petit état de l'art globalement sur ces recherches précises qui traitent du lien entre cet objet technique, économique et social qu'est la plateforme multiface et l'innovation ouverte, on peut globalement ranger les recherches dans trois grandes thématiques. Celles qui s'intéressent à la conception même de la plateforme et donc aux efforts entrepris par les entreprises pour créer la bonne plateforme qui va fonctionner correctement, qui va mécaniser à juste titre les effets de réseau, qui va capter suffisamment d'utilisateurs et donc les règles aussi de gouvernance. Celle qui s'intéresse à la dynamique de fonctionnement de la plateforme, mais aussi de sa trajectoire d'évolution et son effet dans l'écosystème ou sur des marchés et des industries. Et enfin, ceux qui s'intéressent à la performance. Performance du point de vue économique, mais parfois aussi du point de vue de l'innovation, la manière de créer de la valeur à travers la plateforme, ou encore la manière de la rendre durable dans le temps. Donc sans surprise, on va aborder les trois thématiques. Sur la conception, on peut encore décomposer deux sous-champs d'investigation. Les recherches qui s'intéressent à la plateforme multiface en tant que plateforme d'innovation. Donc là, c'est assez simple d'envisager le lien avec l'innovation ouverte, puisque la plateforme va être un instrument pour générer de l'innovation ouverte. Et d'autres travaux investiguent plus la plateforme multiface comme un objet de transaction, afin simplement d'être un intermédiaire entre plusieurs groupes d'utilisateurs qui ont un intérêt à se mettre ensemble. Sur la plateforme multiface comme un instrument d'innovation, on s'aperçoit qu'on a des recherches qui vont quelque part traiter de la manière de concevoir mécaniquement cette plateforme avec des approches plutôt ouvertes, ce qui veut dire qu'on a des entreprises qui vont se coordonner entre elles pour créer des plateformes en vue d'atteindre un objectif commun d'innovation. C'est l'exemple de la plateforme Innocentive, par exemple, qui rassemble des entreprises qui peuvent avoir des besoins en innovation avec des experts, avec d'autres ingénieurs ou entreprises. Et une fois que le défi d'innovation est posté par l'entreprise qui a un besoin, on va avoir un jeu d'interaction pour trouver la bonne personne qui peut répondre à ce défi d'innovation. Et ensuite, si la personne a les compétences, derrière, le processus est sorti de la plateforme pour que les deux parties contractualisent. Beaucoup d'efforts aussi sont investis dans la compréhension des mécanismes et des boîtes à outils techniques qui sont justement proposés aux utilisateurs pour favoriser la génération et l'évaluation des idées. Donc là, il y a énormément de travaux, à la fois en système d'information mais aussi un peu plus techniques, qui vont s'intéresser aux bons mécanismes, à la bonne ergonomie, en tout cas aux bonnes fonctionnalités qui permettent d'immerger les utilisateurs dans un flot de créativité, d'avoir suffisamment de
faciliter à évaluer les idées tout en étant suffisamment rigoureux dans leur évaluation, en vue de produire l'innovation collaborativement. Bien sûr, des intérêts marqués sur les processus d'accompagnement à ne pas négliger pour que les individus ou les entreprises soient eux aussi quelque part accompagnés par l'entreprise ou en tout cas les propriétaires de la plateforme tout au long du processus, que ce soit dans la génération, mise en œuvre et diffusion. Et enfin, les obligations ou l'obligation de réglementation pour encadrer ce type de plateforme pour l'innovation ouverte et notamment de la réglementation sur la gouvernance, donc la manière peut-être d'éviter les dérives des utilisateurs dans notamment les problèmes de propriété intellectuelle, savoir si on s'approprie ou non sa contribution sur la plateforme. Donc sur ce premier lot de recherche, on a clairement ici la plateforme multiface comme on va dire un instrument de conception de l'innovation ouverte, et on appréhende l'innovation ouverte comme une conséquence de la plateforme. Sur les deuxièmes lots de travaux, plutôt et cette fois sur des plateformes multifaces en tant qu'outil de transaction, donc avec une approche transactionnelle. Cette fois-ci, la conception même de ce type de plateforme est résolument fermée. Donc il n'y a pas forcément à la base de lien avec l'innovation ouverte, même si la plateforme, dans sa conception, peut être une innovation produit, une innovation de service, c'est quand même largement des entreprises qui vont l'envisager et qui vont la concevoir en interne, avec une approche aussi résolument marketing, pour identifier dans l'environnement des groupes d'utilisateurs qui ont des besoins transactionnels, donc des besoins de se mettre en interaction et qui n'ont pas forcément de solution pour le faire efficacement. Donc plusieurs études étudient aussi les leviers et freins à la production des effets de réseau, donc quelles sont les conséquences de la conception technique mais aussi stratégique de la plateforme sur la production des effets de réseau. Y a-t-il justement des freins à cette production alors que d'autres mécanismes les favorisent plutôt? On retrouve une approche technique également sur la question des mécanismes et des outils, boîtes à outils, qui cette fois-ci permettent aux utilisateurs, quelque part, de s'autonomiser dans la production des transactions. Sur Airbnb par exemple, les mécanismes d'accompagnement permettent de sensibiliser une personne qui voudrait créer une expérience à ce qu'attend Airbnb et également à ce qu'elle n'attend pas. Donc, du point de vue qualitatif, un individu peut s'engager dans un processus de création d'expérience, mais si cette expérience ne répond pas aux critères globalement de l'entreprise, elle ne sera pas diffusée. Derrière, il a accès à une boîte d'outils assez importante pour forcément, du point de vue interface, renseigner les informations sur l'expérience, aider à la tarification, l'aider aussi à gérer dans le back-office ses réservations, la manière aussi de bien vendre, de bien marketer son expérience, et plusieurs ressources documentaires qui sensibilisent l'utilisateur et l'aident à apprendre à bien créer une expérience de qualité. Et c'est vraiment dans ces accompagnements, idem pour les plateformes de transaction, qui amènent les utilisateurs à prendre un peu plus de responsabilité, ce qui diminue derrière les coûts de gestion de la plateforme du point de vue communautaire. Et alors là, le seul lien avec l'innovation ouverte qui peut être fait dans certaines de ces recherches, c'est le constat que la plateforme multiface, elle a des effets indirects sur l'innovation ouverte. Notamment lorsque certains utilisateurs détournent des mécanismes, des boîtes à outils pour produire un contenu nouveau. Et la majeure partie ici des effets indirects sont observés dans les industries créatives, comme le jeu vidéo, où pas mal d'études montrent que des joueurs vont s'approprier des outils pour créer par exemple dans des courses de simulation automobile de nouvelles voitures ou de nouveaux circuits, mais ils vont détourner les outils pour créer un nouveau mode de jeu participatif, ou bien subventionner des équipes, ou bien peut-être gérer des ressources dans un jeu massivement multijoueur en ligne afin d'approvisionner des guildes de combattants. Et clairement, c'est à ce moment-là que l'entreprise, à travers la plateforme, même si cette plateforme ne fait que mettre en relation des individus, peut découvrir des poches d'innovation collaborative parce que les outils permettent un détournement de la part des utilisateurs. Et si l'entreprise est suffisamment ouverte, c'est-à-dire en termes de frontières, pour capter ces opportunités, elle peut ensuite les réinclure dans le processus d'amélioration continue de la plateforme, proposer de nouvelles fonctionnalités, donc être à l'écoute de sa communauté, ou en tout cas des groupes d'utilisateurs. Sur la deuxième thématique, donc de la dynamique d'évolution, la dynamique de fonctionnement des plateformes, là aussi 3 sous-thématiques peuvent se dessiner. Déjà, les études qui traitent des effets des plateformes multifaces sur les marchés et les industries, celles qui traitent de l'évolution intrinsèque de la plateforme au cours des années, et celles qui traitent de la dynamique concurrentielle. Sur les effets des plateformes multifaces au niveau des marchés et des industries, il y a quand même un lot important d'études qui vont étudier des secteurs spécifiques comme l'automobile, l'aéronautique, et qui vont montrer
que des plateformes innovantes, multifaces, comme des plateformes de collaboration entre fournisseurs et clients, de différents rangs dans l'industrie automobile, vont impacter la chaîne de valeur, la structure industrielle, et derrière obliger parfois des acteurs à évoluer vers des processus communs, vers des nouvelles manières de collaborer, et donc de nouvelles manières aussi d'innover. D'autres auteurs abordent ces structures, en tout cas ces modifications, par l'angle des frontières, le fait de dire une entreprise a des frontières organisationnelles, cognitives, de pouvoir, technologiques également, comment ces frontières peuvent se modifier sous l'influence de plateformes multifaces, ou encore des modifications sur les marchés, des logiques de prix, avec là aussi le rôle parfois de régulateur des plateformes, comme on le voit dans les plateformes notamment musicales. Quand on prend Deezer, Spotify ou l'App Store, on se rend compte que ces plateformes en gros amènent une forme de régulation des prix, puisque si une plateforme impose des prix délirants par rapport à la concurrence, forcément les utilisateurs se retourneront vers les plateformes à plus bas prix. Donc là aussi on a des phénomènes de logique de prix qui peuvent se stabiliser sous l'influence des plateformes multifaces. Par rapport à ces recherches, celles qui s'intéressent vraiment au lien avec l'innovation ouverte se concentrent davantage sur le business model, donc le modèle de formalisation de la stratégie de la plateforme. En se disant, la plateforme, si elle propose une nouvelle manière de faire des affaires, de faire de l'argent entre différents acteurs, c'est à ce moment-là qu'elle va être considérée elle-même comme une innovation ouverte. Elle ne génère pas forcément de l'innovation produit ou service, puisque là, les recherches s'intéressent principalement aux conséquences sur les industries et des marchés. La deuxième sous-thématique sur l'évolution intrinsèque des plateformes montre, avec certaines recherches, que parfois on a des logiques d'évolution, on va dire, collective de tout un secteur, comme par exemple dans l'hôtellerie et les voyages, ou dans la banque et les assurances. On a des plateformes, on va dire, précurseurs qui imposent un standard numérique, qui aident justement à combler des besoins d'utilisateurs qui veulent avoir des informations, des interactions avec d'autres groupes. Et donc la plupart derrière des autres acteurs de la chaîne de valeur ou de l'industrie vont se mettre aussi à concevoir des plateformes. Et donc l'évolution des plateformes va se faire collectivement, de manière presque organique ou coévolutive, comme certains le montrent, soit entre les entreprises qui détiennent les plateformes, soit même avec la communauté. Pas mal de recherches montrent que la communauté, à mesure qu'elle grandit sur une plateforme, apporte elle aussi une spécificité, car elle conditionne l'évolution de la plateforme. Si la plateforme est à destination et doit satisfaire sa communauté, c'est assez logique de prendre en compte les attentes de cette communauté et l'évolution de ces attentes. Le rôle d'un régulateur, comme je l'ai dit juste avant, qui montre que les plateformes peuvent évoluer sous l'influence d'autres par ce mécanisme de régulation. Et alors, ce qu'on voit ici dans la plupart des recherches, c'est que l'angle de l'innovation ouverte, il est réellement vu comme un antécédent, ce qui veut dire que des actions d'innovation ouverte peuvent agir sur l'évolution d'une plateforme multiface. On peut très bien, par exemple, avoir un concurrent ou un acteur qui va faire évoluer sa plateforme avec une innovation, que ce soit en termes de fonctionnalité, de manière organisationnelle, et amener les autres plateformes dans l'écosystème à évoluer en même temps. Et puis enfin, sur la dynamique concurrentielle, plusieurs auteurs s'intéressent aux avantages stratégiques qui peuvent être véhiculés par les plateformes multifaces, en quoi une plateforme peut elle-même générer un avantage concurrentiel, donc pour être meilleure que ses concurrents. Donc là, on a des informations sur le fait que certaines plateformes, en étant primo-entrantes sur un marché, donc en étant le premier à imposer une plateforme technique bien sûr, mais qui fonctionne et qui met bien l'interaction des utilisateurs avec des besoins satisfaits, peut créer des barrières aux imitateurs et aux successeurs qui développeraient une plateforme similaire ou concurrente. Le rôle de l'innovation technologique également, le fait dans la plateforme et dans sa conception d'innover du point de vue technologique pour ensuite être meilleur que les concurrents, plus efficace, plus rapide, avec une ergonomie plus immersive ou plus intuitive. La détention de certains droits de propriété intellectuelle, on le remarque beaucoup dans les plateformes de VOD, ou Netflix par exemple, qui a une politique de gestion des droits de propriété intellectuelle assez concurrentielle. On va acheter des programmes sur un temps très court, maximiser leur audience avec justement une ergonomie qui valorise ces programmes en tant que programmes nouveaux, et ensuite peut-être le mois d'après les retirer pour faire place à de nouveaux programmes. La cumulation de l'audience permettant justement d'avoir un avantage stratégique, mais cette fois-ci du point de vue de la performance. Et enfin, des plateformes qui parfois mettent en œuvre, mécanisent une innovation verte vertueuse.
Ce qu'on remarque aussi surtout dans l'industrie du jeu vidéo, où les éditeurs de jeux ont bien compris que les joueurs pouvaient être force de proposition, être très créatifs, et dès lors qu'on va outiller ces joueurs-là et les éduquer à innover en continu, l'entreprise va générer et mettre en place un cercle vertueux. Les utilisateurs vont innover en permanence et l'entreprise aura juste à réguler et arbitrer ce qu'elle choisit de conserver en termes d'innovation et ce qu'elle choisit au contraire de laisser pour compte. D'autres avantages au niveau concurrentiel sont liés au niveau d'ouverture. Là, des auteurs traitent parfois des plateformes open source et du fait que leur côté très ouvert peut amener parfois un avantage concurrentiel par rapport à d'autres concurrents qui vont monétiser des plateformes, les rendre payantes, voire avec derrière un nombre d'utilisateurs inférieur. Le rôle du business model multiphase, donc la manière aussi stratégiquement d'épouser l'architecture technique de la plateforme pour en avoir des conséquences stratégiques. L'idée étant de dire, si la plateforme a elle-même une architecture multiface, avec ce côté technologique qui adresse différentes communautés ou différents groupes d'utilisateurs, le côté stratégique doit avoir la même chose. Et donc, des recherches montrent qu'il est nécessaire d'aller proposer de la valeur spécifique en fonction des groupes d'utilisateurs, de sensibiliser chaque groupe à la valeur qu'il peut créer pour d'autres groupes, afin que ceux-ci entretiennent des interactions permanentes. Et enfin, bien sûr, le rôle de la communauté d'utilisateurs, le marqueur même d'innovation que cette communauté peut générer au sein de la plateforme, le fait que certaines plateformes aient plus de communautés, ou en tout cas en nombre plus important que d'autres, avec une activité ou une dynamique supérieure, en fait, des plateformes, en tout cas meilleures que la concurrence. Et donc ici, la lecture qu'on peut avoir d'un point de vue interaction auprès d'innovation ouverte, c'est le fait que ce type d'innovation peut être un avantage concurrentiel pour la plateforme multiface. Et enfin, donc la dernière thématique sur la performance et les travaux qui s'intéressent à la fois à la performance économique, la création de valeur ou en tout cas la durabilité des plateformes. Alors ici on a un peu moins de travaux. Ceux qui s'intéressent à cette thématique, on va dire, se focalisent plutôt sur certains types de performance. La performance économique est plutôt sous l'angle des transactions, le volume que peut générer une plateforme en termes de transactions. Si on prend la plateforme eBay, c'est le volume des transactions d'enchères finalisées, donc financières, qui vont permettre d'estimer la performance économique de la plateforme par rapport à ses coûts et au maintien de son architecture technique. La performance aussi technique dans la performance de l'architecture technologique mise en place, que ce soit des plateformes open source avec du cloud ou autre. La performance transactionnelle dans la qualité des effets de réseau qui sont produits, s'ils sont minimes, majeurs ou en tout cas performants. Bien sûr, une performance stratégique, plus cette fois-ci dans le business model, au regard d'autres concurrents, et qui inclut souvent la performance économique, ou encore la performance en création et capture de valeur. Comment l'innovation ouverte au sein d'une plateforme multiface peut générer plus de potentiel de création de valeur, c'est-à-dire l'utilisateur qui est outillé peut créer des choses, du contenu, de l'évaluation, des commentaires, peut-être même parfois des éléments graphiques, artistiques, comme on le voit par exemple sur TripAdvisor. TripAdvisor est clairement un exemple de plateforme qui table sur une performance de création de valeur. Plus les individus, quelque part, postent des commentaires sur des restaurants, des hôtels, plus la plateforme devient une référence pour justement des utilisateurs qui cherchent ce type d'avis. Et enfin, un deuxième lot d'études qui traite plutôt des facteurs, donc des leviers et freins à la performance des plateformes multifaces, avec des questions sur l'utilité même de la plateforme dans l'environnement. Même si on manque aujourd'hui un peu d'études, il y a quand même des questions qui se posent sur le potentiel de valeur que doit nécessairement se poser l'entreprise avant de concevoir sa plateforme. Est-ce que la plateforme sera utile? Quel est son rôle ou son impact au sein de l'écosystème? Est-ce que la vocation c'est d'être en concurrence avec d'autres? Est-ce que c'est un impact social, par exemple? Est-ce qu'il y a une finalité aussi économique ou plus sociale et solidaire ou environnementale? L'intensité concurrentielle qui peut aussi influencer de manière très importante la performance. Si justement l'entreprise décide d'investiguer un marché, de créer une plateforme alors qu'elle n'est pas primo-entrante, elle va se conformer aux plateformes concurrentes, donc quid de la performance dans ce cas-là, ou encore du contrôle de l'ouverture. Puisque la plateforme multiface, de par sa nature ouverte, implique une tension très délicate entre le juste niveau d'ouverture pour éviter de trop donner aux utilisateurs ou aux clients qui peuvent derrière s'emparer de la plateforme et la détourner, versus le niveau de verrouillage qui permet quand même aux utilisateurs de trouver un peu de liberté.
Et souvent, ce verrouillage, en tout cas cette tension, elle s'observe ou elle s'incarne dans les outils. Les outils qui permettent parfois une liberté créative sur le contenu, mais verrouillent technologiquement les individus. J'arrive à 29 minutes, donc il est temps de conclure. Si on regarde un peu aujourd'hui le panorama de ces recherches entre plateforme multiface et innovation ouverte, on s'aperçoit forcément que la plateforme multiface étant un environnement ouvert, elle va derrière inclure globalement des thématiques de recherche sur la conception, sa dynamique et sa performance, où toutes ces thématiques sont en lien aussi avec la composante de l'innovation ouverte, ce qui veut dire qu'une des quatrièmes composantes de la plateforme, c'est sa capacité aussi à véhiculer directement ou indirectement de l'innovation. Et on peut conclure aussi sur quelques éléments qui peuvent donner des pistes d'agenda de recherche future. Donc déjà, pour le management de l'innovation, on voit que les recherches montrent que l'innovation ouverte peut être à la fois un antécédent, donc peuvent favoriser le développement de plateformes multifaces, mais peuvent se retrouver aussi en tant que résultat, la plateforme pouvant être un instrument de conception de l'innovation ouverte, ou encore une composante, c'est-à-dire une composante intrinsèque, même consubstantielle à la plateforme, dans la mesure où la plateforme est elle-même ouverte. La nature également des relations avec l'innovation ouverte, on s'aperçoit qu'elle peut dépendre du type de plateforme que l'on étudie en matière de recherche, soit une plateforme d'innovation où là on va vraiment avoir un lien de production d'innovation ouverte conscientisé par l'entreprise, avec quand même un manque de recherche sur l'interdépendance entre les outils et les utilisateurs dans cette production, ou encore des plateformes transactionnelles, savoir comment les transactions se génèrent et quelle est la relation avec l'innovation ouverte. Autre conclusion, c'est que l'entreprise doit quand même envisager la conception de sa plateforme de manière interdépendante avec l'organisation de l'innovation et sa stratégie. Et ça, il y a très peu d'études qui aujourd'hui l'abordent, c'est-à-dire que malheureusement la littérature reste mononiveau. On va aborder la plateforme du point de vue technique et on va se concentrer sur l'architecture. Du point de vue organisationnel, et on va regarder éventuellement les transactions ou la manière de gouverner les utilisateurs pour qu'ils produisent des transactions, ou bien du point de vue stratégique. Donc aujourd'hui, les dernières recherches en 2019 font appel vraiment à de nouvelles recherches multiniveaux pour essayer de comprendre comment la plateforme peut se concevoir de manière interdépendante et être simultanée avec le côté technique, le côté innovation organisationnelle et le côté stratégique. Et pourquoi cette interdépendance peut être intéressante à étudier sur plusieurs niveaux d'un point de vue recherche? Parce que la plateforme multiface dans la littérature en management de l'innovation et management stratégique est un instrument de la stratégie. En management de l'innovation, on s'aperçoit qu'elle mécanise l'innovation ouverte avec une dose de technique et une dose de règles de gouvernance, plus qu'elle organise globalement les transactions. Et enfin, d'un point de vue globalement économique, elle orchestre les transactions de valeur et permet aux individus d'être en relation les uns avec les autres. J'espère ne pas avoir été trop obscur ou trop barbant, et je serais ravi d'écouter vos questions si je peux y répondre. Merci beaucoup. Tu sais bien que c'est pas tout à fait notre langage. Moi, je vais quand même te remercier. Enfin, je sais pas, Alex, si tu veux faire ma... Moi, j'aurais bien une petite question ou deux, mais... Oui, et voilà, moi je voudrais te dire, merci. C'est pas tout, tu sais bien que c'est pas tout à fait notre langage. C'est sûr que même si, comme vous diriez vous, l'objet de recherche est le même, mais il y a des visions différentes. Moi, je te poserai une première question et puis je te laisse, Alex, et puis tout le monde peut répondre. Est-ce que, de ces études-là, est-ce que, par exemple, on sent qu'il y a certains outils informatiques, technologiques qui sont plus utilisés, plus en vogue, voilà. Alors, il y a des études précises sur des outils informatiques du type les systèmes de recommandation, par exemple, ou bien les dispositifs d'évaluation sur les plateformes. Alors là, c'est plus une littérature, curieusement, en marketing qui va investiguer ça, savoir en gros comment les usagers se saisissent des outils qui sont à leur disposition pour évaluer par exemple un trajet sur Blablacar, pour évaluer un hôtel sur TripAdvisor, et les biais que cette évaluation-là par l'outil peuvent générer. Mais par contre, c'est vrai que à cause de la coloration gestionnaire de ces études, on ne rentre jamais dans le détail technique, ce qui veut dire que l'outil est considéré comme une boîte noire. On va juste s'intéresser à ce que l'outil permet d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire d'évaluer,
Et il y a des études qui montrent par exemple que sur Blablacar, lorsqu'un individu vient d'expérimenter un trajet horrible avec une personne, si la personne est récemment inscrite sur Blablacar avec une ancienneté très faible de quelques jours ou quelques semaines, l'utilisateur, mais ça c'est plus du point de vue cognitif et émotionnel, va avoir une réticence à utiliser l'outil pour faire ou pour produire une évaluation négative. Alors que si l'utilisateur qui a fait le trajet Blablacar, donc qui a la voiture, est très expérimenté, le passager ne va avoir aucun état d'esprit pour avoir justement une évaluation très très négative. Et donc c'est une manière d'utiliser l'outil, mais par contre avec derrière une spécificité qui est de l'ordre émotionnel, ou en tout cas cognitif de la personne. Et malheureusement, j'ai envie de dire, il n'y a quasiment pas d'études qui traitent vraiment de la mécanique interne de l'outil, ou même de savoir comment générer tel ou tel type de comportement chez l'utilisateur à travers une conception plus technique de l'outil. C'est peut-être là où justement des travaux pluridisciplinaires peuvent émerger, puisque les plateformes multifaces se prêtent assez bien à ce type de mix entre technologie et management. La parole à Sylvie, Patrick. Est-ce que des plateformes ouvertes au développement, typiquement Microsoft Azure, font partie de ces études bibliographiques? Oui. C'est un niveau différent quand même. Oui, c'est un niveau d'usage différent, effectivement. Alors, elles s'intègrent à ces études-là, plus précisément dans la littérature en système d'information. Et effectivement, on va avoir plutôt là des tensions sur les conséquences de l'ouverture excessive, parce qu'il y a parfois des modèles open source, des modèles un peu comme des plateformes de type Magento ou autres, qui amènent énormément de groupes d'utilisateurs, que ce soit des développeurs, des entreprises, des particuliers ou autres, à interagir. Et il va y avoir en gros des débats sur la manière de produire réellement de la valeur quelque part qui derrière peut être commercialisée, qui peut être concrétisée, ou alors sur les outils aussi à disposition pour instrumentaliser les interactions. Et elles font partie, alors bien souvent plus des travaux sur la performance et la conception et assez peu sur la dynamique. La dynamique, c'est vraiment prendre la plateforme presque comme une boîte noire elle-même et étudier son influence sur la concurrence, sur l'industrie, sur les marchés, sur les communautés. Donc ces travaux-là en système d'info sont plus sur les deux extrémités de conception et performance. Notamment, si je peux poursuivre, les ouvertures vers les composantes de formation, les universités, les lycées, tout ça, c'est... Alors, j'ai pas vraiment vu de travaux à ce niveau-là, ce qui peut être aussi l'objet d'autres poursuites de recherche. Après, mon état de l'art ici est forcément limité. Je ne suis pas allé chercher par exemple dans les sciences de l'éducation, peut-être que, ou les sciences de la cognition, peut-être que là on a aussi des articles sur les plateformes qui méritent d'être lus. Mais ce type d'exemple, même si on a des articles qui traitent de plateformes qui agrègent des partenaires publics, privés, laboratoires de recherche et autres, on n'a pas globalement une étude des processus d'apprentissage, on n'a pas une étude des processus d'engagement, on n'a pas des études non plus sur la dynamique des outils mis en œuvre et leurs conséquences, en tout cas pour l'instant de ce que j'ai lu sur la littérature que je connais, forcément limitée. Oui, je voudrais d'abord te remercier pour la clarté de ton exposé. Merci. J'ai l'impression d'avoir tout compris. C'est bon ou pas bon ça? Je le vois de manière positive. C'est pas toujours le cas sur les scientifiques, mais là, j'ai l'impression. Enfin, c'est une impression. Oui, ma question elle porte sur les données, parce que j'imagine que derrière ça, pour faire de la recherche en particulier sur la performance et la dynamique, vous traitez des données. Alors, quels sont les problèmes que ça pose sur la récupération des données, sur l'exploitation, parce que ça peut être sur le big data, sur la disponibilité des données. J'ai l'impression qu'il y a un lien assez fort. Je vois bien les aspects, mais un lien fort avec les données. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est une question très délicate, parce qu'effectivement, le plus gros potentiel, quand on traite notamment de la thématique de la performance, c'est des approches quantitatives sur les données, mais qui au final impliquent très peu d'articles à cause de la confidentialité des données, de l'accès aux données, et donc on a une majorité quand même d'études qualitatives qui vont viser en fait à interroger les propriétaires de plateformes ou à interroger justement différents utilisateurs au sein des différents groupes, de manière justement à les anonymiser et à essayer comme ça d'éviter d'avoir accès à des données sensibles.
Alors, après, je peux répondre peut-être uniquement pour les travaux que je mène dans cette thématique, parce que c'est des données que je connais mieux. Je travaille exclusivement avec du qualitatif. Une des dernières recherches que j'ai réalisées, c'est sur Airbnb. Donc très clairement, on va avoir un lot de données sur l'équipe de recherche et développement de Paris, avec derrière la manière dont la plateforme a été conçue, sur le modèle du coup San Francisco, comment est-ce que derrière elle a une trajectoire, et là on avait plus une perspective, on va dire, de dynamique sur comment est-ce qu'elle réplique des standards de création d'hébergement, des standards de création d'expérience sur plusieurs pays. Avec cette idée derrière de dire que la plateforme est un instrument de réplication de contenu, de réplication même stratégique de business, parce qu'elle va expérimenter en local avec des utilisateurs en les accompagnant très précisément, en les outillant spécifiquement pour les aider par exemple à créer des expériences uniques. Donc là c'est des données du type Airbnb a accompagné un guide touristique au musée du Louvre qui dans ses heures perdues réalise des scènes de stand-up, donc humoristiques dans des bars ou cabarets de Paris, et a décidé avec Airbnb de construire une visite humoristique. La visite humoristique ayant bien fonctionné, derrière, il y a une remontée en abstraction sur comment on mécanise ça technologiquement dans la plateforme avec l'interface qui va bien, avec les catégories de sens qui sont rapportées. Et une fois que cette expérimentation elle est faite sur la ville de Paris plus la nation, on va dire le territoire français, comment on réplique ensuite de manière standard, grâce à la technologie, ce type d'expérience sur d'autres pays. Donc là, forcément, on a plus des aspects qualitatifs parce qu'on n'a pas accès au chiffre d'affaires généré par exemple par les plateformes, par l'expérience. On n'a pas accès non plus à la quantité en gros d'expériences répliquées sur différents pays parce que tout ça est confidentiel. Donc la seule chose que, en tout cas personnellement j'étudie, c'est plutôt l'intention de conception et la trajectoire avec des données quali qui sont liées à des études longitudinales. Donc c'est 3 ans par exemple de suivi pour Airbnb ou éventuellement parfois des données rétrospectives. Mais c'est vrai que c'est un point important. Ça n'a pas un côté frustrant de temps en temps? Si, bien sûr que si. Après, quand on regarde aujourd'hui les papiers qui sont publiés dans les meilleures revues et qui portent sur les plateformes, c'est forcément derrière aussi des accès à des données réussies, statistiques, sur Netflix par exemple, sur l'App Store, qui suppose, à mon avis, au démarrage, un projet de recherche même avec les entreprises propriétaires, et puis une batterie de processus de minimisation, en tout cas de confidentialité des données, qui aujourd'hui, au niveau de l'IREG, n'est pas pour l'instant visé ni possible. Après, si je peux juste compléter, il est peut-être aujourd'hui possible, mais encore à voir, je réfléchis pour les applications techniques, mais sur des plateformes de jeux aujourd'hui, il y a pas mal de recherches qui vont récupérer en gros les logs ou les posts sur les forums pour en faire des analyses un peu massives de données. Par contre, j'ignore, parce que je n'ai pas forcément lu en détail ces articles, j'ignore comment est-ce que le processus d'anonymisation ou point de vue RGPD, comment ça se passe, mais la question qui pourrait être intéressante de se poser, c'est dans le cadre de plateformes ouvertes et publiques, en tout cas avec des données accessibles, comment ces données-là existantes peuvent être récupérées pour alimenter des problématiques de recherche. Ce que je ne fais pas actuellement personnellement par manque de système de captation de ces données. Je vous ai coupé par Non, pas du tout. En fait, du coup, j'ai chargé 3 fois de questions. On peut poser les 3, ça me Il y a des réponses qui arrivent. Non, mais il y a des réponses qui arrivent au fur et à mesure. Du coup, sur les traces, effectivement, c'est très compliqué de récupérer les traces au niveau des jeux. Je fais partie de ces chercheurs qui ont fait des de recherche à partir des traces. On a eu des traces, la chance d'avoir directement les vraies traces de League of Legends. Et c'est vrai que si on pouvait avoir via ce type de plateforme, l'anonymisation c'était avant la RGPD, effectivement, ça complexifie maintenant. J'ai une question sur c'est plus politique, je pense. Il y a beaucoup de ces plateformes-là en fait qui font c'est juste de la mise en relation à la base. Et on se demande si il y a énormément d'entreprises, il y a Airbnb, et plein d'autres. Effectivement, à l'IREG, vous faites de la gestion, vous faites de l'argent, donc je comprends. Et il y a assez peu d'institutionnels qui font ça avant. Parce que moi, je verrais bien que les plateformes de location, de mise en relation, de vente, pas du communisme dans l'âme, mais est-ce que ça pourrait pas être quelque chose qui soit quelque chose de public en fait? Les plateformes publiques, est-ce qu'il y a beaucoup d'efforts de plateformes publiques Il y a quelques efforts de recherche à la fois sur le côté institutionnel, mais aussi parfois sur le côté nouveaux secteurs émergents du type économie collaborative, communautaire, économie sociale et solidaire. Après, ce qui est quand même curieux, et mine de rien, là on en revient aussi à travers peut-être de la recherche, et de dire l'objectif étant la publication, ces cas-là sont généralement moins vendeurs
que des cas, effectivement, blockbuster, du Airbnb, du Netflix, qui malheureusement sont plus orientés vers du profit. Mais il y a quand même des articles qui montrent en gros, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, la tension permanente entre des objectifs économiques, sociaux et environnementaux dans la conception de la trajectoire de la plateforme. En disant, globalement, il y a peut-être parfois en gros 3 catégories d'acteurs dans ce type de nouvelle économie. Les utopistes purs qui vont partir sur des plateformes entièrement gratuites, complètement ouvertes, qui sont rattrapés par des objectifs économiques et qui vont licencier globalement leurs employés et revenir sur un modèle un peu plus hybride, versus les opportunistes concrets et clairement affichés qui rentrent dans l'économie sociale et solidaire ou l'économie communautaire pour faire de l'argent et qui se font rattraper par un manque de valeurs sociales et environnementales, et donc des trajectoires qui émergent avec des modèles aussi stratégiques intermédiaires où en gros on va plutôt s'intéresser à la gouvernance de la plateforme, et les recherches récentes montrent que globalement il faut un binôme entre une personne très clairement orientée sur le social et l'environnemental et une personne très clairement orientée sur l'économie, de manière à avoir en permanence, on va dire, 2 chefs de file qui orchestrent la plateforme et qui choisissent sa direction stratégique et donc traduisent derrière les besoins techniques pour l'architecture, les fonctionnalités, etc. Mais c'est vrai que dans le volume des recherches, il y a beaucoup plus de recherches qui traitent des cas emblématiques qui font du profit, très clairement, parce que c'est plus vendeur. Et peut-être que j'ai mal suivi, C'est possible. je m'en parle à l'avance, mais quid de la propriété intellectuelle, par exemple dans le cadre des jeux, parce que donc il y a effectivement des gens qui proposent des simples idées, et aussi les plateformes de jeux ont tendance à mettre maintenant en ligne carrément des moteurs de création de jeux. Typiquement à Polytech, on a des app là, qui créent des jeux avec le Unreal Engine. Et donc ils proposent le moteur de jeu, donc qui est super facile à utiliser, qui est libre et qui est gratuit, parce que justement du coup, comme ça les gens peuvent l'utiliser et créer des jeux avec et retourner sur leur plateforme à eux. C'est bien encadré la propriété intellectuelle dans ces cadres-là ou Alors, sur les plateformes, professionnellement ou techniquement parlant, j'ai pas trop de connaissances. Par contre, c'est une vraie perspective de recherche sur la thématique des plateformes. Ce qui est curieux d'ailleurs parce que quand on s'intéresse aux droits de propriété intellectuelle et leur gestion, il y a beaucoup plus de littérature sur les droits de propriété associés à l'innovation verte, et très peu associés aux plateformes. Alors que si la plateforme en elle-même mécanise l'innovation, instrumentalise les utilisateurs pour qu'eux-mêmes créent, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des recherches là-dessus sur le sujet, alors que pas beaucoup. J'avais mené juste une recherche avec un collègue grenoblois en 2013 sur justement un jeu vidéo communautaire qui peut être appréhendé comme une plateforme, qui s'appelle Trackmania, et qui justement repose sur le principe d'outillage des joueurs pour créer des circuits, créer des véhicules et organiser des compétitions. Et en gros, cette plateforme a juste géré la propriété intellectuelle avec un CLUF, un contrat licence utilisateur final, que personne ne lit jamais, et qui en gros stipule que toutes les créations, dans la mesure où elles sont réalisées par les outils proposés par l'entreprise, font partie du capital intellectuel de l'entreprise. c'est souvent comme ça. Voilà, donc en fait il y a une forme, ce qui n'est peut-être, alors il faudra regarder dans la littérature sur les droits de propriété intellectuelle plus générale, mais ce qui est peut-être un peu manipulatoire de dire globalement on crée une œuvre peut-être originale, mais parce qu'elle a été réalisée avec des outils que l'on a mis à disposition, l'entreprise s'approprie automatiquement le droit de propriété intellectuelle. Et sur ce jeu-là, justement, il y a eu des polémiques sur la revendication de certains utilisateurs sur leur propre circuit qui étaient récupérés dans d'autres versions du jeu pour dire globalement achetez le jeu, il y a plus de 5 millions de circuits, donc forcément c'est plus attractif financièrement, ou en tout cas d'un point de vue gameplay, qu'un jeu avec 15-20 circuits. Par contre, il y a vraiment une insuffisance de travaux sur la propriété intellectuelle ou comment elle s'envisage même dans la conception de la plateforme. C'est des tensions qui ne sont pas forcément explorées. Il y a plus de tensions soit du côté stratégique pour dire comment on va faire en sorte que la plateforme génère suffisamment d'effets de réseau et produise de l'argent, ou bien des recherches qui disent comment on va capter les utilisateurs, comment on va les engager et les fidéliser pour qu'ils continuent à œuvrer et à gérer la dynamique de la plateforme, que vraiment l'aspect central, qu'est-ce qu'on fait des droits de propriété intellectuelle. Moi j'ai une remarque et deux questions vraiment d'ouverture et très candide. Alors je suis aussi de virage, donc effectivement j'ai compris, j'ai l'impression aussi là, mais c'est plus normal. J'espère, parce que là ce sera inquiétant. En plus je vois bien sur quoi tu travailles, donc ça me parle très bien, il n'y a pas de problème. La remarque c'était, je me suis vraiment posé la question pour la présentation, mais finalement on est ici holistique, chercheur de virage, je trouve que ça a énormément de sens en fait, pour moi sur ces sujets-là.
Et je me suis dit, mais comment ce sujet vraiment va pouvoir... comment on peut travailler ensemble avec des chercheurs linguistiques? Je t'ai ouvert quelques pistes. Et moi, j'ai l'impression quand même que ce qui ressort de la présentation, et je vous soumets, mais c'est un peu ce que tu as dit, donc je reformule d'une certaine façon. J'ai l'impression que ça se joue... Nous, on travaille beaucoup au niveau organisationnel. On se pose vraiment une question en regardant l'entreprise comme un tout. Et j'ai vraiment l'impression que là, moi c'est ce que je retire de cette présentation, c'est que ça joue vraiment au niveau individuel. J'ai l'impression que pour moi les connexions. Et je pense notamment, ce qui a été évoqué, c'est la question, quand je parle au niveau individuel, c'est des interactions entre les individus. C'est-à-dire pas prendre l'entreprise comme un tout, mais vraiment aller voir sur des utilisateurs, des usagers dans l'entreprise et des gens de la communauté. Et je vois vraiment les deux liens, c'est-à-dire que je vois très bien par exemple comment on pourrait essayer de se poser la question comment un utilisateur, un usager, avec d'un point de vue gestionnaire, on parle d'usage et pratique, et d'un point de vue code technique, et ça c'est un peu, je vous soumets, mais on parlait par exemple de fonctionnalité, de développement technique. Par exemple, si je m'intéresse à l'innovation ouverte, j'ai envie de faire en sorte que ces communautés interagissent de telle manière avec des pratiques, par exemple, de partage d'expérience. D'accord, mais techniquement, comment je développe une fonctionnalité qui permet de faire ça? Donc là, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes d'un point de vue design. Comment je design une fonctionnalité à partir de peut-être de besoins d'usage, j'en sais rien. Et à l'inverse, je pense qu'effectivement, travailler avec des traces, dans une approche plus intuitive, je trouverais ça super intéressant de dire, ok, j'arrive à récupérer des traces de comportement finalement, ou d'usage de communauté de joueurs, etc. Et à l'inverse, comment ces traces techniques, en fait, je peux les ranger dans des cases pour dire, voilà, en fait, cette plateforme, elle fonctionne sur une question de partage, etc. Donc moi, il me semble que c'est vraiment au niveau individuel, en descendant bien, et je pense que c'est des choses super intéressant à faire. C'était juste une remarque. Il y a deux questions après. La première, c'était, vous avez parlé de plateforme Microsoft. Alors, je ne suis pas très familier avec ces choses-là et techniquement, je ne suis pas utilisé, mais j'ai observé que certaines grosses entreprises, je pense à Amazon, je pense à IBM, je pense à Microsoft, qui développent en fait, j'ai l'impression, des plateformes où en fait, les utilisateurs viennent profiter d'une série d'outils qui sont mis à disposition. Est-ce qu'on parle vraiment, est-ce qu'on peut considérer ça comme des plateformes multifaces? J'ai pas vraiment l'impression, dans le sens où pour moi, c'est pas des communautés qu'on met ensemble, c'est des outils et de la puissance de calcul et de stockage mis à disposition de l'utilisateur. Mais c'est plus un ensemble d'outils et de services. Mais c'est pas du multiface en fait, c'est du je propose un service. Ouais. Ensuite, dans les services, qui peut être multi-utilisateur, du coup, selon ce qu'on fait des services, par exemple un service de partage de stockage de données, par exemple, si moi je stocke mes données et que je les partage avec quelqu'un d'autre, du coup j'utilise la plateforme pour faire du partage avec quelqu'un d'autre. Mais du coup, ce sera encore un cas plus, parce qu'on n'est pas dans un contrat de prestation, c'est pas quelqu'un qui fait pour nous, quelqu'un qui nous donne des outils et qui nous dit utilise des outils que tu ne pourras jamais développer toi ou que tu ne pourras jamais te payer pour faire quelque chose sous un forme de contrat à donner. Et je me demande si en fait, finalement... Est-ce que derrière, on est sûr qu'il ne fait pas des choses avec ces outils-là? On n'est jamais sur la moi j'ai quand même l'impression que derrière, si je prends par exemple certaines plateformes comme Google Earth Engine que certains d'entre vous nous connaissent, là plus elles grossissent, plus derrière potentiellement ils sont capables de faire des traitements encore plus raffinés que ceux auxquels nous on peut penser. Donc est-ce que implicitement derrière, je vais dire, est-ce que à court terme c'est pas du multiface, mais est-ce que dans 10 ans ça ne sera pas d'une certaine façon? Parce qu'il y a souvent des usages qui n'ont pas été anticipés en fait. Ça développe plein d'usages nouveaux et... C'est d'ailleurs un intérêt, je trouve, de l'approche analytique par trace, justement de dire est-ce qu'on n'est pas en train de créer des usages qu'on n'arrive pas encore, nous par exemple, en gestion, mais en sciences sociales, est-ce que nous créons des usages qu'on n'est même pas encore capable de comprendre? Ouais, en fait, on ne soupçonne pas le... Oui, on ne soupçonne même pas l'existence. D'un point de vue d'innovation ouverte, c'est intéressant et ça m'amène juste à toute dernière question. Est-ce que franchement, quand on travaille sur des plateformes, et là je la pose vraiment sur tout le monde, quoi, parce que quand on travaille sur des plateformes comme ça, on n'a pas l'impression d'être tout le temps en retard. Parce qu'avec le temps, il y a vraiment le temps. Moi, je le vois sur le plan légal, pour m'intéresser à des questions RGPD. J'ai l'impression que quand on travaille là-dessus, les usages, les pratiques, la technique va tellement vite. J'ai l'impression que le légal est tout le temps à la rue. Et je sais que si on cherche, là, on a un temps. Il y a un temps de publication, est-ce qu'on n'est pas tout le temps en retard? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être tout le temps en retard? Si. Il y a un monde, et on accepte nous. Il est tout le temps. Il va encore être à la rue. On est toujours à la rue. Mais on en prend. On se
poser la question, mais attends, bien sûr. Alors, c'est une question un peu. En fait, il y a beaucoup de. Il faut être un bon labo avec beaucoup d'ingénieurs, à mon avis, pour confier le bon travail d'ingénierie aux ingénieurs qui vont le faire de manière très bien, très propre. Alors que nous, on va avoir tendance à le bâcler un peu parfois. En fait, il y a deux parties dans le travail. Et après, c'est vrai que quand on veut tout faire en même temps, on va très vite. Là, je parlais d'Alex parce que dès qu'il change de plateforme, il y a pas mal de métiers de reconfiguration à faire, de paramétrage à faire, avant même de commencer ce pourquoi il est allé sur la plateforme en question. Ça doit être une plateforme multiple. Après, sur ce côté, effectivement, malheureusement, on est plus ou moins toujours à la rue. Certaines perspectives quand même que je pourrais entrevoir de mutualisation d'une étude à la fois informatique, technique et gestionnaire, c'est trouver des cas d'entreprise qui tentent d'innover technologiquement avec de nouveaux outils sur les plateformes et les appréhender du point de vue technique et du point de vue des conséquences pour la plateforme, les usagers et autres. J'avais accompagné il y a quelque temps une entreprise, donc toujours dans le jeu vidéo, puisqu'ils sont quand même relativement innovants, qui s'appelle Ankama, qui est à Roubaix, et qui avait fait l'effort d'étudier les traces de sa communauté parce qu'ils étaient face à un dilemme très simple, que moi j'avais étudié juste du point de vue en gros de l'innovation, mais qui s'avérait être un dilemme de plateforme. Ils ont donc un jeu multijoueur transmédia, ce qui veut dire qu'il agrège en gros des spectateurs de séries TV, puisque en regardant la série TV, on peut avoir des indices pour mieux avancer dans le jeu, et qui agrège aussi des lecteurs, parce qu'il y a des indices diffusés sur un lectorat de manga et de BD. Et le problème, c'était de dire, globalement, la communauté augmente tellement que le coût en termes de community manager est démentiel. Ce qui veut dire que l'entreprise perd la relation avec la communauté dans son accompagnement à l'innovation. Derrière, les utilisateurs se désengagent et produisent moins. Et du coup, l'entreprise avait développé un outil, un algorithme interne pour capter en fait les traces et les interactions en fait des utilisateurs, notamment dans leur influence par rapport aux autres membres de la communauté. Donc une espèce d'analyse réseau, lien fort, lien faible. La finalité étant d'identifier des utilisateurs, on va dire concentrateurs, pour leur donner des responsabilités de community management. Donc ils ont mis en place une forme de community management hybride, où en gros, ces individus au sein même de la communauté endossaient certaines responsabilités, sous forme après derrière il y avait des gratifications, il y avait un subventionnement du jeu, certains ont été recrutés par l'entreprise, et ça globalement, ça a eu un impact sur la gouvernance de la plateforme, en tout cas la gouvernance derrière du jeu, puisque la plupart des guildes ont été ensuite, on va dire, managés par des joueurs eux-mêmes, mais qui, parce qu'ils avaient un statut et derrière une crédibilité supérieure en tant que joueur, pouvaient avoir ce type de pouvoir envers eux. Enfin, voilà. Et peut-être que là, il y a des ponts à faire dans la mesure où du développement technique peut permettre d'améliorer d'un point de vue gestionnaire certaines plateformes, alors qu'aujourd'hui, les études se concentrent que sur un côté ou sur l'autre, mais rarement sur la complémentarité entre les deux. Alors, finalement, dans toutes ces discussions, on se rapproche un peu des questions que je voulais poser. Je me pose plein de questions sur l'évaluation de la performance qui peut être à multiples niveaux sur ces systèmes-là. Mais dans le début de ta présentation, tu parlais d'effets de réseau, des effets directs et indirects. En gros, j'ai plus d'utilisateurs d'un côté, ça va influencer sur la quantité de l'autre côté, etc. Si on parle causalité, c'est un gros mot, quand on est avec deux acteurs, on peut arriver à faire des analyses potentiellement simples. Mais quand tu proposes un outil qui peut avoir différentes communautés, qui peuvent interagir entre elles, ou quand tu as une plateforme qui propose toute une panoplie d'outils, tu peux te poser la question de qu'est-ce qui influe sur quoi. Donc est-ce que c'est vraiment est-ce que la population a vraiment augmenté à cause de l'augmentation de la A, mais est-ce que c'était pas aussi lié peut-être à la baisse de la B ou des choses comme ça. Dans cette communauté, vous avez des travaux là-dessus, et si oui, sous quelle approche? Alors ça c'est une très bonne question parce que ça fait partie d'un deuxième gros manque dans la littérature. Aujourd'hui, les seuls qui mesurent les effets de réseau, c'est les économistes, mais parce qu'ils les mesurent avec le levier direct du prix. Donc ils vont mesurer comment sur une face, l'augmentation et la baisse de prix influencent le nombre de personnes qui s'engagent dans l'achat sur les autres faces.
Sorti de ça, la mesure est extrêmement difficile, voire quasiment impossible, parce qu'il y a effectivement un nombre important de paramètres à prendre en compte. Et si en plus la plateforme outille des utilisateurs sur des phases, ça veut dire qu'ils peuvent eux-mêmes s'engager dans des comportements créateurs de valeur. Il faudrait identifier l'augmentation, la diminution de ces productions-là, que ce soit du contenu, des évaluations, des commentaires, peut-être autre chose, dans l'influence sur les autres phases, ce qui aujourd'hui n'est pas fait. Les seuls qui s'y essayent, en fait, ils font ça conceptuellement. Ils développent des modèles, des métamodèles à multiniveaux, mais qui sont parfaitement inopérationnalisables. Donc là, pour l'instant, il y a toujours un gros point d'interrogation. Ou alors, peut-être qu'il faudrait réussir à isoler des plateformes suffisamment spécifiques dans le comportement qu'elles attendent de chaque utilisateur, pour qu'au final, il y ait un nombre de variables restreint à étudier, et d'avoir un ou deux objets de mesure précis. Mais en tout cas, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas d'approche robuste là-dedans. Hormis on connaît. Donc désolé. Merci encore une fois pour cet exposé assez clair, même pour une communauté. Merci à tous.